Thèse 260e. En parcourant les nombreuses morales raffinées ou grossières qui ont régné ou règnent encore sur la terre, j'ai vu que certains traits revenaient régulièrement ensemble et se liaient les uns aux autres, de sorte qu'à la fin deux types fondamentaux se révélèrent à mes yeux et que je découvris une différence fondamentale. Il existe une morale des maîtres et une morale des esclaves. J'ajoute tout de suite que toutes les civilisations supérieures et composites ont tenté de concilier ces deux morales, que plus souvent encore, elles se mélangent sans s'accorder, qu'elles coexistent même quelquefois à l'intérieur d'un même individu et d'une même âme. Ces critères moraux différents sont nés soit au sein d'une classe dominante, consciente et satisfaite de ce qui la distinguait de la classe dominée, soit parmi les sujets, les esclaves et les subalternes de tout rang. Dans le premier cas, quand les maîtres déterminent la notion du bien, ce sont les sentiments de fierté et de supériorité qui sont ressentis comme distinctifs et qui fondent la hiérarchie. L'aristocrate écarte de lui les individus en qui s'exprime le contraire de ces sentiments de fierté et de supériorité. Il les méprise. Remarquons sans tarder que dans ce premier type de morale, l'opposition bon-mauvais a le même sens que l'antithèse noble-méprisable. L'opposition bon-méchant a une autre origine. Le lâche, le peureux, l'individu mesquin, étroitement utilitaire, sont méprisés, de même que l'homme méfiant au regard dépourvu de franchise, l'homme qui s'humilie, le chien humain qui se laisse maltraiter, le flatteur qui mendie et surtout le menteur, tous les aristocrates sont intimement persuadés que le vulgaire ment. Nous, les véridiques, disaient de même les nobles de la Grèce antique. Il va de soi que les jugements moraux se sont d'abord appliqués aux hommes et seulement plus tard, par extension, aux actes. C'est pourquoi les historiens de la morale commettent une lourde erreur lorsqu'ils prennent comme point de départ une question comme « Pourquoi l'acte charitable a-t-il été l'objet de louanges ?» L'humanité aristocratique sent qu'elle détermine les valeurs. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle juge que ce qui lui nuit est nuisible en soi. Elle sait que c'est elle qui confère de la dignité aux choses. Elle est créatrice de valeurs. Elle honore tout ce qu'elle trouve en soi. Une telle morale est une glorification de soi. Elle met au premier plan le sentiment de la plénitude, de la puissance qui veut déborder, le bonheur de connaître une forte tension, la conscience d'une richesse qui voudrait donner et prodiguer. L'aristocrate secourt lui aussi le malheureux, non pas ou presque pas par compassion, mais par l'effet d'un besoin qui naît de la surabondance de sa force. L'aristocrate honore en lui l'homme puissant, l'homme qui a aussi pouvoir sur lui-même, qui sait parler ou se taire, qui prend plaisir à exercer contre lui-même sa sévérité et sa dureté, qui respecte tout ce qui est sévère et dur. C'est un cœur dur que Wotan a mis dans mon sein, lit-on dans une vieille saga scandinave. De tels mots conviennent à l'âme fière d'un viking. Un homme de cette sorte est fier de n'être pas fait pour inspirer la pitié. C'est pourquoi le héros de la saga ajoute cet avertissement. Qui n'a pas un cœur dur dès son jeune âge, celui-ci n'aura jamais le cœur dur. Les êtres aristocratiques et courageux, qui pensent de la sorte, sont très éloignés de la morale qui voit dans la compassion ou dans l'altruisme ou dans le désintéressement le signe distinctif du sentiment moral. La foi en soi, l'orgueil d'être soi-même, une aversion foncière et ironique à l'égard du désintéressement, font partie intégrante de la morale aristocratique, aussi bien qu'un certain mépris et une certaine méfiance à l'égard de la compassion et de la tendresse de cœur. Ce sont les forts qui savent vénérer, c'est là leur art, le domaine propre où ils se montrent inventifs. Le respect profond de la vieillesse et de la tradition. Le droit tout entier repose sur ce double respect. Le préjugé en faveur des ancêtres et au détriment des nouvelles générations sont des traits caractéristiques de la morale des forts. Inversement,
Les tenants des idées modernes, avec leur foi presque instinctive dans le progrès et dans l'avenir, leur irrespect grandissant pour la vieillesse, trahissent du même coup l'origine roturière de ces idées. Mais là où la morale des maîtres apparaît la plus étrangère au goût actuel et s'y oppose de la manière la plus pénible, c'est quand elle pose le rigoureux principe qu'on n'a de devoir qu'envers ses égaux, qu'à l'égard des inférieurs, de tout ce qui est étranger. On peut agir à sa guise, comme le cœur vous en dit, en tout cas par-delà bien et mal, et pourquoi pas avec compassion et autres sentiments approchants. La capacité et le devoir de garder une longue reconnaissance et de poursuivre une longue vengeance, l'une et l'autre ne concernant que des pairs, la subtilité des représailles, le sens raffiné de l'amitié, un certain besoin d'avoir des ennemis, en quelque sorte à titre d'exutoire de l'envie, de l'agressivité, de la vitalité, au fond pour être mieux amis, autant de traits caractéristiques de la morale aristocratique qui, comme je l'ai indiqué, n'est pas la morale des idées modernes, et dont nous avons de la peine aujourd'hui à saisir l'esprit, que nous exhumons et découvrons avec difficulté. Il n'en va pas de même pour le second type, la morale des esclaves. Supposons que les êtres brimés, opprimés, souffrants, dépendants, incertains d'eux-mêmes et fatigués se mettent à proposer une morale. Quel sera le caractère commun de leurs appréciations morales ? Ils exprimeront probablement une défiance pleine de pessimisme à l'endroit de la condition humaine. Peut-être condamneront-ils l'homme et la condition humaine tout ensemble. Le regard de l'esclave est défavorable aux vertus du puissant. Il est plein de scepticisme et de méfiance, d'une méfiance rétorse à l'égard du bien, que le puissant honore. Il aimerait se convaincre que même le bonheur du puissant n'est pas réel. En revanche, il préconisera et mettra en lumière les qualités qui servent à alléger l'existence de ceux qui souffrent. Il honorera la pitié, l'esprit de serviabilité et d'altruisme, l'affection, la patience, l'empressement, l'humilité, l'amabilité, car ce sont là les qualités les plus utiles et à peu près les seuls remèdes pour supporter le poids de l'existence. La morale des esclaves est essentiellement une morale utilitaire. C'est là qu'il faut chercher l'origine de la célèbre distinction entre bon et méchant. Pour le sentiment, le méchant est inséparable de la puissance et de son danger. Il engendre une certaine terreur, il renferme en lui un raffinement et une force qui se moquent du mépris. Selon la morale des esclaves, c'est donc le méchant qui inspire de la crainte. Selon la morale des maîtres, au contraire, c'est le bon qui est craint et veut se faire craindre, tandis que l'homme mauvais est considéré comme méprisable. L'antithèse est portée à son comble quand, conformément à la logique de la morale servile, l'homme bon de cette morale n'échappe pas lui-même à une appréciation dédaigneuse, peut-être peu marquée et bienveillante, du fait que dans la pensée des esclaves, l'homme bon doit être de toute façon celui dont on n'a rien à craindre. Il est bien disposé, facile à tromper, peut-être un peu sot, bref, un bonhomme. Partout où prévaut la morale des esclaves, la langue a tendance à rapprocher la bonté de la bêtise. Dernière différence essentielle. Le besoin de liberté, l'instinct du bonheur et les raffinements du sens de la liberté appartiennent aussi nécessairement à la morale et à la moralité des esclaves que l'exaltation du respect et du dévouement constitue régulièrement le symptôme d'une pensée et d'une hiérarchie des valeurs aristocratiques. C'est ce qui nous fait comprendre pourquoi l'amour-passion, notre spécialité européenne, doit être nécessairement d'origine noble. Comme on sait, son invention remonte aux chevaliers poètes provençaux, à ces hommes magnifiques et inventifs qui ont créé le gai saber, et à qui l'Europe doit tant de choses, à qui elle doit presque son existence.